La grande question, vous l'avez compris, sur le Tour 2005, c'était de savoir, bien évidemment, si Lance Armstrong serait aussi dominateur que d'habitude, Laurent. En effet, c'est une énigme. Il n'a pas gagné la moindre course cette année. On sait que c'est son dernier Tour de France. Le parcours, normalement, devrait lui convenir. Et c'est sa dernière course. On le croit motivé, en tout cas. Toutes les images, beaucoup de passion, quelques drames, des grosses performances. En route vers le 7e sacre. Attention, c'est l'heure. C'est le vrai départ du Tour de France, un départ qui ne semble pas inquiéter Lance Armstrong, très détendu. C'est le côté showman de l'Américain. La réalité est un peu différente. Mâchoire serrée, regard glacial, Armstrong est prêt pour son dernier combat. Pendant ce temps-là, Jan Ullrich pédale derrière la voiture de son équipe. Nous sommes à la veille du départ du Tour de France. Jan Ullrich, surpris par un freinage brutal, traverse la vitre arrière du véhicule. Bilan léger, une coupure au cou. Il ne sait pas que le pire est à venir dès le lendemain. C'est le premier grand rendez-vous pour l'Américain sous le regard de Sheryl Crow. 2, 1, stop! Et Lance Armstrong débute sa démonstration. Peut-être 2 secondes de perdu quand il déchausse. Pour le reste, sur les 19 km de ce contre-la-montre, c'est du grand art. Une démonstration, une humiliation aussi pour Ullrich. Dépasser l'Allemand parti 1 minute avant l'Américain ne peut que constater sa supériorité. À l'arrivée, Armstrong prend plus d'1 minute à ses principaux adversaires. Pourtant, un homme, ce jour-là, roule plus vite que le patron. Plus de 54 km/h de moyenne. Américain, ancien coéquipier d'Armstrong, c'est monsieur David Zabriskie. Ce jour-là, il perpétue une belle tradition. C'est un inconnu du grand public qui va revêtir le maillot jaune. Bravo à David Zabriskie, donc le corps de l'équipe CSC qui a 26 ans devient... Lance Armstrong en vert, c'est insolite. À l'orée de la 2e étape, le maillot jaune David Zabriskie est félicité par ses anciens copains de Discovery Channel. Et c'est un ancien maillot jaune du Tour 2004, Thomas Voeckler, qui lance la première attaque de ce Tour 2005. Entre Chaland et les Essarts sur les routes vendéennes, le Tour à la rencontre de son public. Devant, le V de Voeckler nous rappelle celui de Virenque quand il remporte le premier grimpeur. Joli coup de panache pour Thomas Voeckler. Tom Boonen, bien caché au cœur du peloton, a fait rouler son équipe pour revoir tous les fuyards.
C'est l'heure des costauds. Premier sprint aux essarts, première chute aussi. Au bout de la ligne droite, une vingtaine de coureurs ont échappé à tous les dangers. Bonnen est le plus rapide. Il devance facilement Touruchov et Robbie McEwen dans une attitude chevaleresque. Pas de changement au classement général et un leader qui signe toujours d'un Z, qui veut dire Zabriskie. Il y a du soleil sur ce troisième jour du Tour de France. Sous les ordres de Christian Prudhomme, successeur annoncé de Jean-Marie Leblanc, ils sont 189 encore en course pour aborder la troisième étape. Armstrong, Zabriskie, l'homme en jaune n'est pas celui qu'on croit. Au fil des tournesols de juillet, 3 hommes rêvent d'aventure. Nicolas Portal, Eric Decker, Rubens Bertoglietti. Leur avance maximale, 5:30, suffit à émouvoir le peloton. Ils sont repris. En ce début de Tour de France, les maillots sont convoités. Le vert de Tom Bonnen, celui à poids de Thomas Voeckler. On est à l'endroit le plus haut de la Vendée ici. Mais bien connaître le Tour ne suffit pas pour gagner. Voeckler sprint, mais il perd son maillot. Voici maintenant le bleu de la Quick Step. On s'approche de l'explication finale. C'est quelques centaines de mètres sans filet quand les funambules s'expliquent à la pédale. À Tours, comme la veille, Tom Bonnen est sans rival. Son maillot vert se détache devant Frolich et O'Grady. McEwen, coupable d'avoir gêné O'Grady, est classé dernier, bien loin de l'homme le plus rapide du Tour. On le sait, ce premier contre-la-montre par équipe va bousculer la hiérarchie dans un exercice qu'il faut maîtriser parfaitement. Allez, ça va bien. Il doit se passer quelque chose. Allez les mômes! Allez les mômes, ça va bien, on continue! Des relais courts là-bas! Laszlo, Christophe et tout là! Oh! Pas mal le Crédit Agricole, 6e, derrière des grosses équipes comme Phonak et Liberty Seguros. Le podium, c'est bien connu, c'est le domaine réservé des grands. Jan Ullrich, Alexandre Vinokourov de T-Mobile en font évidemment partie. T-Mobile, 3e de cette étape entre Tours et Blois, à 35 secondes des vainqueurs. Longtemps, on pense que la belle machine CSC peut dominer Armstrong et ses boys. Zabriskie en jaune, Julich ou Basso, les arguments ne manquent pas. Longtemps, ils font jeu égal avec Discovery Channel. Et puis, tout près de l'arrivée, c'est la catastrophe. Sur une relance, le maillot jaune se retrouve par terre. Image furtive, douloureuse, pour ce maillot qui ne tient plus qu'à un fil. Deux secondes, 2 petites secondes, c'est le retard des CSC sur la ligne. Sans David Zabriskie, meurtri, choqué, et seul à son arrivée. Coup du destin, ce destin que Lance Armstrong a su renverser après son cancer. Avec Incapi en chef de gang et Sheryl Crow en supportrice, Discovery Channel atteint son objectif, prendre du temps à tous les autres prétendants. C'est gagné, Armstrong en jaune sur le Tour, tout est en ordre. Lauréate de cette étape contre la montre, a le bonheur de Lance Armstrong. Après un contre-la-montre par équipe très disputé, qui a été marqué par la chute spectaculaire de David Zabriskie, Lance Armstrong prend le maillot jaune malgré lui.
Que va-t-il faire? Va-t-il le défendre ou va-t-il le laisser filer? Chambord et sa splendeur, cadre grandiose pour le départ de la 5e étape du Tour de France. Avec un tour sans maillot jaune, Armstrong, grand seigneur, refuse d'endosser la tunique que Zabriskie a perdue la veille, à la suite d'une chute. Le geste est beau, mais règlement oblige, le boss est contraint d'enfiler ce maillot qui lui appartient depuis 1999. C'est une matinée nerveuse, qui récompense un audacieux, Juan Antonio Flecha de la Fassa Bortolo, ancien vainqueur d'étape en 2003, parti pour un grand raid de 145 km. Pas de panique à l'arrière pour Discovery Channel et son leader. 3 hommes ont même la permission de sortir. Laszlo Bodrogi du Crédit Agricole, Salvatore Comesso de l'Amprecafita et le Finlandais de Liquigas, Karlström. Un solide renfort pour Flecha, 4 hommes devant un peloton dont l'allure est en train de changer. À l'arrière, les Discovery ont lâché les commandes. Désormais, David Amonlotto et Quick-Step sont aux avant-postes. C'est un danger pour l'échappée. Les 4 hommes sont repris à 11 km de l'arrivée. Et c'est groupé que le peloton découvre Montargis. Une belle et longue ligne droite comme les aime Tom Boonen, mais cette fois, Robbie McEwen, bien calé dans sa roue, surgit pour déborder Boonen et Touruchov. McEwen, enfin vainqueur sur le Tour 2005. Le peloton, un drôle de géant qui se regroupe au départ sous les ordres de Christian Prudhomme. Départ réel donné de cette 6e étape du Tour de France. C'est un petit matin brumeux, presque frais. Des conditions rudes qui ne découragent pas Christophe Mangin, un coursier dur au mal. C'est une histoire de passion, Madio Mangin, 2 vieux compères. Allez Totov, te retourne pas, pense à ta femme et à tes filles, allez. C'est maintenant, c'est maintenant. 4 autres coureurs, Stéphane Auger, Yann Kirsipu, Karsten Krohn et l'Italien Gerosa viennent rejoindre Mangin. Mangin et ses copains devant, le peloton complètement transi et trempé derrière. Inexorablement, le peloton revient sur les fuyards, désuni par les attaques de Christophe Mangin. Dans la dernière bosse, il s'en va seul. L'avenir lui appartient. Kirsipu et Gerosa sont repris. Au courage, Mangin, le régional de l'étape, ne rend pas les armes, soutenu par Marc Madio, son directeur sportif. Allez mon petit, allez, encore, Totov. Jusqu'au bout, tu vas y croire. Jusqu'au bout, mon. Encore, Totov, encore, mon petit. C'est aujourd'hui. Et c'est la flamme rouge. Un dernier virage devant Vinokourov et Bernucci partis en contre. Coup du sort, Mangin chute. Merde. Oh putain, les autres chez nous qui tombent. Il est à terre comme toute la première partie du peloton. 176 km devant et une chute terrible sur ces avenues qu'il connaît pourtant si bien. Oh putain, on est maudits. C'est le chaos sur le Tour, sale journée sous la pluie et la consécration pour un Gregario. Dans la ligne droite, Lorenzo Bernucci, un inconnu, s'impose devant Alexandre Vinokourov. Jour de gloire pour cet équipier vainqueur d'une étape
longtemps promise à Christophe Mangin. Je suis triste pour lui, vraiment triste. C'est pas souvent que je pleure, mais là... Je méritais pas ça. Blessé à l'œil, Christophe Mangin lui passe la ligne grâce aux soins du docteur Porte. Il repartira le lendemain matin avant d'abandonner. Moment de silence sur le Tour. Une pensée légitime pour les innocentes victimes des attentats de Londres. Le Tour de France en route vers l'Allemagne, direction Karlsruhe, pour 187 coureurs. Et une belle frayeur pour Tom Boonen, victime d'une chute dans les premiers kilomètres. Souffrance supplémentaire dont il se serait bien passé. Boonen retrouve le peloton et McEwen s'en va. Le véloce australien se retrouve seul à l'avant, en compagnie de Fabian Wegmann, conséquence d'une circonstance de course plus que d'une volonté de s'échapper. Alors McEwen s'arrête, patiente, c'est du surplace sur le Tour. Toujours un homme devant, Fabian Wegmann, un Allemand sans doute pressé de retrouver son pays. « 167 km de balade solitaire, à 20 km de l'arrivée, c'est la fin de l'épopée. Peloton groupé, serré, voire collé lorsque Furlan et Galvez s'accrochent et chutent. Le reste est une affaire de spécialistes. McEwen évite tous les pièges et résiste au retour de Magnus Bäckstedt. Une belle empoignade, une belle explication aussi entre Furlan et Galvez. Deux sprinters frustrés, bien loin de Robbie McEwen, qui prouve que pour gagner, point n'est besoin de s'échapper. Les premières montagnes sur la route du Tour de France. Voilà les Vosges. Elles inspirent un Néerlandais de 31 ans, venu du VTT, Michael Rasmussen. Parti à la chasse au poids dans les cols vosgiens, chacun ses objectifs. Le peloton contrôle. Quatre hommes, Kashechkin, Voigt, Incapi et Sandy Kazar, partis en contre-attaque, reviennent sur Rasmussen. Ils sont désormais 5 à l'avant de la course. Bonne opération pour Rasmussen qui s'empare du maillot à poids avant que le peloton ne revienne. Dans le col de la Schlourte, à 16 km de l'arrivée, un autre Rabobank se met en évidence. Peter Winning parvient à s'extraire du groupe des contre-attaquants. Winning vient d'allumer une première mèche. Le meilleur est à venir. À l'arrière, le Kazakh Alexandre Vinokourov attaque Lance Armstrong, qui n'a plus qu'un seul équipier avec lui. Bientôt, c'est Ulrich qui accélère à son tour. Armstrong seul est livré à lui-même. Le Tour fait le spectacle avec un Christophe Moreau qui veut lui aussi participer à la fête. Derrière Peter Winning, toujours échappé. La solitude d'Armstrong suscite des vocations. Alejandro Valverde, Alexandre Vinokourov tentent une nouvelle fois leur chance. Mais c'est à Andreas Klöden que Lance Armstrong accorde un bond de sortie. L'Allemand, troisième leader de la T-Mobile, revient sur Peter Winning juste avant le sommet du col de la Schlourte. Deux hommes pour la victoire. Ils ont été roue dans roue. Les voici côte à côte pour un dernier face-à-face favorable à Winning. Valverde remporte le sprint du groupe Armstrong, 27 secondes après Winning. Vainqueur pour 9 mm de l'étape la plus disputée du Tour.
Un dimanche dans les Vosges, la beauté des paysages, la joie des retrouvailles pour Christophe Moreau, le régional de l'étape. C'est bien connu, le dimanche, la chasse au poids est ouverte. Un début d'étape vallonné, il n'en faut pas plus pour décider Michael Rasmussen. Rasmussen à l'avant, un peloton qui s'étire jusqu'à casser et perdre certains de ses éléments. Jan Kirsipuu, à bout de force. C'est aussi l'heure de la sortie pour González de Galdeano, victime d'une chute. Après sa victoire dans la première étape, David Zabriskie, l'Américain, imaginait sans doute une autre fin au film. Même Jan Ullrich a frôlé la catastrophe dans une chute qu'il a envoyée dans le ravin. Insensible à tous ces faits de course, Michael Rasmussen insiste sur les terres de l'enfant du pays, Christophe Moreau. Moreau à l'attaque dans le ballon d'Alsace avec Jens Voigt et l'Espagnol Ángel Vicioso. Cette fois, la Discovery Channel n'est pas désunie. Loin de Rasmussen, en tête au sommet du ballon d'Alsace, avec 4 minutes 20 d'avance sur le duo Moreau-Voigt. C'est la descente vers Mulhouse. On pense sérieusement à un retour des deux poursuivants sur Rasmussen. La crevaison de Jens Voigt à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée ne changera rien. Voigt est attendu par Christophe Moreau. Mais les deux hommes sont impuissants face au numéro de celui que la France est en train de découvrir. Michael Rasmussen, vainqueur à Mulhouse, en solitaire, après 167 km à l'avant. Sur la ligne, il conserve 3,04 sur Moreau, deuxième, et Voigt, troisième. Stuart O'Grady remporte le sprint du peloton d'une centaine d'unités devant Gilbert et Gélin. Mais l'essentiel est ailleurs, peut-être dans cette belle poignée de main entre Moreau et Voigt, anciens coéquipiers, aujourd'hui unis dans une aventure qui permet à Voigt de s'emparer du maillot jaune, tandis que Moreau a fait honneur à son maillot, à sa famille et à sa terre. Quelques heures seulement après l'étape, douché mais pas encore massé, le peloton s'envole de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, direction Grenoble, pour la première journée de repos. On appelle ça un transfert. Déjà, les Alpes se profilent à l'horizon. Les Vosges ont tenu toutes leurs promesses avec la prise de pouvoir de Jens Voigt. Les coureurs vont maintenant aborder la haute montagne avec les Alpes. Les favoris sont pleins d'espoir. Et que vont-ils faire? Auront-ils les moyens de déstabiliser Lance Armstrong? Au lendemain de la première journée de repos, le peloton attaque les Alpes. Jens Voigt est en jaune, Tom Boonen porte toujours le maillot vert. Pour eux, la journée s'annonce extrêmement difficile. D'autant que dès le départ, 7 coureurs lancent la première attaque. Il y a là le Hollandais Postuma, le Français Laurent Brochard, suivi de l'Ukrainien Krivtsov, un trio vite rejoint par 2 Italiens, Facchi et Bortolami, et 2 Espagnols, Sanchez et Isassi. On comprend très vite que le peloton a accordé un bon de sortie aux échappés qui compteront jusqu'à 10 minutes 40 d'avance au 38e kilomètre. L'équipe Discovery Channel assure le tempo en tête du peloton.
Mais l'allure s'accélère et l'écart tombe à 8 minutes à 20 km du Cormet de Roseland. Jens Voigt est obligé de s'accrocher pour garder le contact avec les meilleurs. En tête, Laurent Brochard franchit le Cormet de Roseland, première grande difficulté de la journée, devant Postuma et Krivtsov. Brochard qui poursuit dans la descente, une descente très rapide vers Bourg-Saint-Maurice, mais il sera rattrapé par les poursuivants, auxquels se joindront un peu plus tard Oscar Pereiro et Jorge Jaczke. Loin derrière le peloton, très loin derrière, Iban Mayo est lâché. Journée sans pour le grimpeur espagnol, victime d'un peloton qui a réagi sous l'impulsion des équipiers de Lance Armstrong. Le peloton qui accélère une nouvelle fois et qui va revenir sur les échappés au prix d'une descente très spectaculaire. Jan Ullrich est encore bien calé dans les roues de la Discovery Channel. Devant, les échappés ne se font plus d'illusions. Ils comptent encore 6 minutes à 41 km de l'arrivée. Mais les favoris vont revenir dès les premiers kilomètres d'ascension vers Courchevel. C'est Georgin Capi qui secoue le peloton en compagnie de Jaroslav Popovic. Ullrich, Rasmussen, Valverde et Ivan Basso sont encore là. Derrière, c'est la débandade. Jens Voigt, qui s'était accroché dans le Cormet de Roseland, est en perdition. Il finira à plus de 31 minutes du vainqueur. Iban Mayo est attendu par un équipier. Il devra se contenter d'une modeste 97e place à 21 minutes 31 secondes. Devant, à moins de 10 km de l'arrivée, c'est la grande explication. Jan Ullrich est décramponné. Tout comme Alexandre Vinokourov. C'est dur également, très dur pour Christophe Moreau qui craque. Ivan Basso craque à son tour. Il faut dire que Lance Armstrong en personne s'est chargé de durcir la course. Seuls 3 coureurs, Rasmussen, Alejandro Valverde et Mancebo, parviennent à s'accrocher au basque du champion américain. On se rapproche de l'arrivée sur l'altiport de Courchevel. « 200 mètres après la flamme rouge, Michael Rasmussen tentera bien de lâcher ses compagnons d'échappée, mais en vain car Lance Armstrong, encore lui, contrôle la course. C'est même lui, regardez, qui attaquera à 500 mètres de la ligne. Alejandro Valverde restera dans la roue et viendra le passer dans les derniers mètres. C'est la première victoire de l'Espagnol sur la route du Tour de France. Lance Armstrong salue l'avènement d'un futur grand et s'empare du maillot jaune. Superbe, où il a pris véritablement une nouvelle fois ses responsabilités à la mesure de ses adversaires. Lance Armstrong. Courchevel-Briançon à travers la Savoie et les Hautes-Alpes. Deuxième grande étape dans les Alpes avec 3 grands cols, la Madeleine, le Télégraphe et le Galibier. C'est Touruchov qui est le plus vite en action avec Samuel Dumoulin. Au pied du col de la Madeleine, les 2 hommes de tête comptent même 6,40 d'avance sur le peloton. Derrière, gros problème pour Tom Boonen, victime d'une chute et touché au genou droit. Le maillot vert est sonné. La fin de l'aventure et du calvaire sans doute pour Jean-Patrick Nazon. Le sprinter de l'équipe AG2R abandonne, victime d'une bronchite et d'une sinusite à répétition. Derrière Ushoff et Dumoulin, un groupe de contre-attaque fait forte impression. Il y a là Pereiro, Coccioli, Alexandre Vinokourov, Mancebo, Martinez, Arrieta, Botero, Hörner et Roberto Heras. C'est Alexandre Vinokourov qui assume le train. Le champion du Kazakhstan revient sur les hommes de tête avant de porter une nouvelle attaque en compagnie du Colombien Botero et de l'Espagnol Oscar Pereiro. Au sommet du col de la Madeleine, leur avance est de 1,05 sur le peloton.
Dans la descente, Oscar Pereiro se laisse embarquer dans un virage sortie de route spectaculaire, mais sans conséquence. Pereiro reviendra quelques kilomètres plus tard en compagnie d'Egoy Martinez. Ils sont donc 4 en tête dans la vallée de la Maurienne avant d'attaquer l'ascension de la deuxième difficulté de la journée. Le peloton est pointé à plus d'1 minute 30. Au sprint de Saint-Michel-de-Maurienne, c'est Vinokourov qui passe en tête devant Egoy Martinez et Oscar Pereiro. Derrière, le peloton temporise, c'est bon pour les hommes de tête. Vinokourov, Pereiro et Bottero qui vont lâcher Egoy Martinez. Il passe au sommet du télégraphe avec 3 minutes d'avance. C'est Bottero qui est passé en tête devant Vinokourov. Quelques kilomètres plus tard, les deux hommes vont aborder ensemble l'ascension du Galibier. Derrière, le peloton réagit sous la conduite des équipiers de Lance Armstrong. Iban Mayo fait les frais de l'opération, tout comme Andreas Klöden, qui était mal en point depuis quelques jours. Sur les routes du Galibier, Alexandre Vinokourov ne faiblit pas. Il lâche Santiago Bottero à 5 km du sommet et passe en tête avec 42 secondes d'avance sur le coureur colombien. Le peloton passera 2 minutes 40 plus tard. Vinokourov, impressionnante puissance dans le dernier kilomètre. Bottero, excellent descendeur vers Briançon. Bottero qui comble son retard dans la descente. La victoire va donc se jouer entre le Colombien et le champion du Kazakhstan. Vinokourov attaque le premier à 250 mètres de la ligne. Il ne sera pas rejoint. Lance Armstrong et le peloton terminent un peu plus loin à 1 minute 15. C'est Moreau qui gagne le sprint devant Bobby Dulich et Mazzolini. Très loin derrière, Jens Voigt a perdu ses dernières illusions. Le coureur allemand de la CSC va au bout de lui-même pour tenter de rentrer dans les délais, mais le chrono est impitoyable. Plus de 47 minutes de retard, c'est 41 secondes de trop par rapport au délai. L'ex-maillot jaune ne sera pas repêché. Direction le sud avec la 12e étape à travers les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Les coureurs vont plonger sur Embrun pour éviter le col de l'Izoard. David Moncoutier se sent bien, il a étudié le profil de l'étape et il sait que la décision se fera dans les 80 derniers kilomètres. Coup dur pour l'équipe Discovery Channel, Manuel Beltran est victime d'une chute. L'Espagnol ne repartira pas. Des problèmes également pour Alejandro Valverde, le vainqueur de Courchevel souffre du genou gauche. Kilomètre 70, première échappée sérieuse à l'initiative du champion d'Espagne Manuel Garate. 11 hommes se retrouvent en tête. Il y a là Vicioso, Algan, Moncoutier, Axel Merckx, l'Allemand Schreck, Lombardi, Arrieta, Giunti, Pelizzotti et Casar. 11 plus 2 au kilomètre 80 avec les retours des sprinteurs Tourouchov et Stuart O'Grady. À proximité du lac de Serponçon, le peloton qui est emmené par les Davitamon Lotto de Robbie McEwen accuse un retard de l'ordre de 5 minutes. Coup dur pour l'Australien Robbie McEwen qui s'est fait piéger par ses deux principaux adversaires. Lance Armstrong ne bronche pas car son maillot jaune n'est pas en danger. Dans l'ascension du col du Corobin, à 37 km de l'arrivée, David Moncoutier passe à l'action. Grosse accélération, derrière les poursuivants qui ont perdu Ouchov et O'Grady s'observent. Bilan, 38 secondes de perdu au sommet du col et 28 secondes à 5 km de l'arrivée. David Moncoutier remporte sa deuxième victoire sur le Tour. Un an après Richard Virenque, c'est encore un Français qui gagne le 14 juillet. Sandy Cazard remporte le sprint pour la deuxième place devant Vicioso et Patrice Algan. Derrière, à 3,15, Tourouchov et Stuart O'Grady grappillent quelques points dans la course au maillot vert.
Robbie McEwen termine à plus de 10 minutes, mais il prend soin de gagner le sprint du peloton pour rester lui aussi dans la course au point. Superbe victoire de David Moncoutier, qui est parti au bon moment, qui a su gérer les derniers kilomètres. Belle bouffée d'oxygène dans le camp français, le jour de la fête nationale. Bien. Ça va les gars? Elle est belle, elle est grande, elle est française, c'est David Moncoutier qui gagne la touche. Ouais, je sais même pas vraiment ce que j'ai fait à l'arrivée, mais je sais que j'étais content, mais je savais même pas. Il disait on va bien manger ce soir. Ouais, voilà. Alors, au début, j'ai pas calculé vraiment que c'était le 14 juillet, mais rien que franchir la ligne d'arrivée en vainqueur sur le Tour de France, j'avais connu ça l'an dernier, mais bon, c'est toujours la même joie, la même émotion, et c'est à part le Tour, hein, c'est tellement grand. Quoi. La vie, David, la vie, David, un discours. Oui, allez, à la bonne. Jour de fête sur le Tour de France et la très belle victoire, un 14 juillet, s'il vous plaît, de David Moncoutier qui ouvre la voie vers la victoire pour tous les coureurs français. Place maintenant aux Pyrénées. Vendredi 15 juillet, Miramas-Montpellier à travers les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. Une étape de transition entre les Alpes et les Pyrénées. David Moncoutier savoure encore sa victoire de la veille. Sous le soleil, le peloton s'élance dans une étape courte, sans grande difficulté. C'est la fin de l'aventure pour le porteur du maillot blanc. Alejandro Valverde est contraint à l'abandon à cause d'un genou qui le fait horriblement souffrir depuis quelques jours. La tristesse et les larmes d'un champion qui jouera assurément dans la cour des grands lors des prochains tours. Robbie McEwen consulte lui aussi le docteur Porte, mais le mal est assurément beaucoup moins profond. Kilomètre 17, 5 hommes en tête à l'initiative de Carlos da Cruz. Aux côtés du Français, on retrouve Juan Antonio Flecha, l'Espagnol de la Fassa Bortolo, Chris Horner, l'Américain de Saunier Duval, Thomas Vauclair de Bouygues Télécom et Ludovic Turpin de l'équipe AG2R. Les 5 coureurs prennent le large, 1:15 au 22e kilomètre, 9 minutes 20 au 50e kilomètre. Au cœur du vignoble, le peloton musarde. Les équipiers de Robbie McEwen commencent à lancer la poursuite. Lance Armstrong passe une journée tranquille. Il n'a même pas à solliciter ses coéquipiers. En tête du peloton, les Davitamon Lotto ont passé la vitesse supérieure. Pas question de laisser échapper un sprint massif, propice évidemment à Robbie McEwen. L'avance des hommes de tête font à vue d'œil 5 minutes au kilomètre 84, 30 secondes à 14 km de l'arrivée. C'est alors que Sylvain Chavanel démarre du peloton, il rejoint les hommes de tête et poursuit son effort. Allez, ça peut se faire, ça peut se faire. Je sais que ça peut se faire, Sylvain. Allez, mon grand. Sylvain Chavanel est parti en costaud. Francis Van Landersel commence à y croire très sérieusement. Allez, on est tous avec toi, Sylvain. Allez, ça va se faire, allez. Seul Chris Horner a réussi à s'accrocher. Sous la flamme rouge, les deux hommes ont encore 8 secondes d'avance. Allez, ne retourne pas. Allez, tente tout. Malheureusement, Horner ne prend pas de relais, c'est l'échec. Et l'on assiste à un sprint massif. Robbie McEwen jaillit sur le côté droit et remporte une 3e victoire d'étape sur la route du Tour 2005 devant Stuart O'Grady et Rodriguez. Lance Armstrong conserve le maillot jaune. Le 16 juillet, le peloton quitte Agde pour Axe 3 Domaines. C'est la première étape pyrénéenne à travers l'Hérault, l'Aube et l'Ariège. Très vite, 10 hommes se retrouvent en tête de la course.
Il y a là le Suisse Alexandre Moos, l'Autrichien Jörg Teuchnig, le Belge Philippe Gilbert, les Italiens Nardello et Garzelli, l'Espagnol Garaté, 2 Français, Takruz et Beneteau, et 2 Ukrainiens, Grifko et Krivtsov. Le peloton navigue à plus de 9 minutes et ne paraît pas préoccupé par cette attaque qui semble prématurée. C'est alors que surgit la première grosse difficulté de la journée, le port de Paillères et ses 15 km à plus de 8%. Le groupe de tête explose, ils ne sont bientôt plus que 3, Beneteau, Teuchnig et Garzelli. Grosse sélection également en tête du peloton, une accélération d'Alexandre Vinokourov, le Kazakh, précipite la formation d'un groupe maillot jaune. Privé de ses équipiers, Lance Armstrong semble légèrement en retrait quand Jan Ullrich attaque une première fois. Il tourne la tête pour voir si Armstrong a suivi. A priori, il a tardé à embrayer, mais sans paniquer, le maillot jaune réagit et comble les 50 mètres qu'il avait concédés. Finalement, c'est lui, Lance Armstrong, qui va assurer le tempo pendant le reste de l'ascension devant Basso, Ullrich, Leipheimer et Floyd Landis. Ivan Basso et Ullrich qui placeront une nouvelle accélération, mais là encore, le Texan reviendra pour imposer son rythme. Derrière, c'est la débandade. Michael Rasmussen, Andreas Klöden et Francisco Mancebo n'ont pas pu suivre le groupe Armstrong. Ils ne reviendront jamais à hauteur des favoris. Alexandre Vinokourov est décroché lui aussi. Christophe Moreau n'a pas suivi lui non plus le rythme infernal du groupe Armstrong. Lance Armstrong qui n'a rien lâché dans le port de Paillères, qui est l'un des cols les plus exigeants des Pyrénées. Finalement, Jörg Teuchnig a lâché Garzelli et Beneteau. Il passe en tête avec 3,50 d'avance sur le groupe maillot jaune. Teuchnig a assuré dans la montée du port de Paillères. Il n'est plus qu'à 30 km de l'arrivée. Le groupe Armstrong passe à son tour. Dans la descente, il assistera au retour de Rasmussen, de Cadel Evans, de Mancebo, de Klöden et de Zubeldia. Dans la traversée d'Ax-les-Thermes, Teuchnig possède près de 4 minutes d'avance. Un écart qui va lui permettre de gérer l'ascension vers le plateau de Bonascre. Derrière, c'est la grande bagarre entre les favoris. Très vite, il ne reste plus qu'Armstrong, Basso et Ullrich. Ullrich qui coince à 2 km de la ligne après une nouvelle accélération de l'Américain. Jörg Teuchnig a souffert, mais il s'offre une belle victoire. Une victoire superbe avec 56 secondes d'avance sur Lance Armstrong et 58 sur Ivan Basso. Jan Ullrich n'a finalement concédé que 20 petites secondes au maillot jaune. Mais l'histoire retiendra qu'un Autrichien de 34 ans est allé au bout de lui-même pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. Dimanche 17 juillet, les fans de Lance Armstrong sont là comme d'habitude pour encourager leur champion. Le Texan est de bonne humeur, il plaisante même avec Michael Rasmussen, le porteur du maillot à pois. Devant eux, la grande étape des Pyrénées avec 5 cols et arrivé au Pla d'Adet. Dès le 29e kilomètre, un groupe de 14 coureurs se porte en tête à l'initiative de Michael Bogart. Il y a là notamment Eric Decker, Giorgin Capi, Oscar Pereiro, Laurent Brochard, Jérôme Pinault, Coccioli et Astar Lozza. Un groupe qui franchit le Portet d'Aspet avec plus de 17 minutes d'avance sur le peloton. La plupart des coureurs portent un bracelet blanc en hommage à Fabio Casartelli, le coureur italien qui a trouvé la mort dans la descente du Portet d'Aspet. C'était il y a tout juste 10 ans.
Une stèle de marbre blanc rappelle que Casartelli avait 24 ans, le jour du drame. Après une descente très rapide, les hommes de tête attaquent le col de Monte avec 18 minutes d'avance sur le peloton. La poursuite n'est pas encore lancée, mais les leaders sont vigilants. Comme au sommet du porté d'Aspet, c'est Eric Decker qui passe en tête. Il devance Karsten Krohn et Michael Bogart. Derrière, Lance Armstrong et son équipe sont en confiance. Il faut dire que Georgin Capi est devant. Bref, situation confortable. Dans le col du Portillon, Eric Decker ne peut pas suivre le rythme des hommes de tête. Pinot, Astarloza et Bertoliatti sont également lâchés. Le peloton est pointé à plus de 16 minutes, mais l'avance des échappés commence à diminuer sous l'impulsion de l'équipe CSC. Au sommet du col du Portillon, c'est Karsten Krohn qui passe en tête devant Michael Bogart. Les échappés toujours dans le col de Perresourde. Dans la roue d'Oscar Pereiro, il y a là Bogart, Brochard, Sevilla, Incapi et Coccioli, le petit grimpeur du Crédit Agricole. C'est Laurent Brochard qui passe en tête au sommet du col de Perresourde. Le peloton accélère dans la montée. Et après une descente très rapide, il revient à 11 minutes des hommes de tête. On est maintenant dans l'ascension du col du Val-Louron, 5e difficulté de la journée. Et c'est Ivan Basso qui attaque à 5 km du sommet. Un seul coureur, Lance Armstrong, réussit à s'accrocher. Derrière, Jan Ullrich est à la peine, mais il reviendra avant le passage au sommet. Jan Ullrich, comme d'habitude, a bien géré son effort. Il garde Basso et Armstrong en point de mire avant de reprendre leur roue et de récupérer. L'accélération d'Ivan Basso fait mal à Michael Rasmussen, qui est décramponné. Lâché également Christophe Moreau. Christophe qui en garde sous la pédale en pensant à la dernière ascension vers le Pla d'Alais. Lance Armstrong est toujours dans l'allure. Les supporters l'ont accompagné tout au long de cette journée marathon dans les Pyrénées. Au sommet du col du Val-Louron, c'est Laurent Brochard qui passe en tête devant Oscar Pereiro. Le peloton est revenu à 7,40 des hommes de tête. Dans l'ascension finale, l'Espagnol Oscar Sevilla sur la droite place une accélération à 9 km de la ligne. Une accélération qui va dynamiter le groupe de tête. Oscar Pereiro va en profiter pour contre-attaquer en compagnie d'Incapi et de Bogart. Quelques lacets plus bas dans le groupe des favoris, Ivan Basso a une nouvelle fois attaqué. Lance Armstrong est une nouvelle fois revenu. Jan Ullrich va finir par lâcher prise. En l'espace de 3 km, il va perdre près d'1 minute 30 sur les deux hommes. Devant, la victoire va se jouer au sprint. Georgin Capi, qui n'avait pas pris de relais et qui était donc le plus frais, s'impose facilement devant Oscar Pereiro. Belle victoire en altitude pour le plus fidèle équipier de Lance Armstrong, le seul coureur à avoir accompagné le Texan lors de ses 6 victoires sur le Tour de France. Laurent Brochard termine 5e à 2,19 de Georgin Capi. Ivan Basso et Lance Armstrong finissent ensemble à 5,04. Armstrong qui s'empresse d'aller féliciter son fidèle lieutenant. Belle journée pour Discovery Channel. Très loin derrière, un premier peloton va terminer à plus de 36 minutes. Touruchov a limité la casse dans une étape qu'il redoutait. Joseba Bellocchi est allé au bout de lui-même. Il termine dans le gruppetto à 44 minutes 10 en compagnie de Thomas Voeckler et de Santiago Botero. Demain,
c'est repos sur la route du Tour, mais déjà, c'est l'Aubisque qui se profile à l'horizon. 16e étape du Tour de France et dernière étape dans les Pyrénées. Oscar Pereiro et Georges Hincapie ont encore en tête le sprint du Pla d'Adet. Le peloton s'élance pour une étape de 180 km à travers les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Dès les premiers kilomètres, les attaques se succèdent. 11 hommes se retrouvent en tête de la course, parmi eux Cadel Evans, Cédric Vasseur, Ludovic Turpin, Flecha, Jérôme Pinault et Anthony Gélin. Un groupe percutant dans lequel Juan Antonio Flecha et Cédric Vasseur sont les plus entreprenants. Derrière, le peloton roule très vite et c'est la chute. Plusieurs coureurs se retrouvent à terre, parmi eux Comesso, Brandt, Arrieta et Andreas Klöden. Klöden touché au poignet droit et qui sera contraint à l'abandon le lendemain à cause d'une fracture du scaphoïde. Au 45e kilomètre, le peloton navigue à 5 minutes des échappées. C'est alors que Serrano décide de partir en contre-attaque. Nous sommes dans l'ascension du col de Marie-Blanque, sur des pentes particulièrement difficiles. 1 kilomètre plus loin, c'est Alexandre Vinokourov qui accélère. Il sera très vite dépassé par Pereiro et Mazzoleni. Les deux hommes passeront au sommet avec 2,50 de retard sur le groupe de tête. Le peloton ne réagit pas. Ulrich est vigilant, il revient sur Carlos Sastre. Une accélération sans conséquence pour Lance Armstrong. Tous les favoris sont là. On croyait tout rentrer dans l'ordre dans le peloton, mais Alexandre Vinokourov, encore lui, démarre et finit par revenir sur Roberto Heras. Mais finalement, le groupe Armstrong fait bonne garde et on assiste à un nouveau regroupement. Devant, c'est Cadel Evans qui a pris le commandement des opérations. L'Australien de l'équipe Lotto Davitamon a explosé le groupe de tête en attaquant à 7 km du sommet. Un sommet qu'il atteint seul, avec 1 minute d'avance sur Pereiro, Zandio et Mazzoleni. Foule énorme et chaud d'ambiance sur la route du Tour. Le peloton accuse alors un retard de 6,50. Dans la descente, on assiste à un regroupement en tête de la course. Cadel Evans est rejoint par Zandio, Pereiro et Mazzoleni. Les 4 hommes s'entendent bien et c'est au sprint qu'ils vont se disputer la victoire. Oscar Pereiro est le plus rapide devant Zandio et Eddie Mazzoleni. Les Pyrénées, toujours redoutables, sont maintenant derrière. Lance Armstrong a bien été attaqué, mais il n'a pas tremblé, il s'est parfaitement bien défendu. Il entame maintenant sa marche triomphale vers Paris. Place aux baroudeurs dans les étapes qui arrivent. Des champs de tournesol à perte de vue pour dire au revoir aux Pyrénées-Atlantiques. À 5 jours de l'arrivée à Paris, les coureurs abordent l'étape la plus longue du Tour, 239 km de Pau à Revel. Départ à vive allure et premières escarmouches qui placent en tête 17 coureurs, parmi lesquels 5 Français, Pierrick Fédrigo, Sébastien Hinault, Carlos Dacruz, Stéphane Auger et Samuel Dumoulin. Le peloton ne réagit pas, les hommes de tête creusent l'écart. 18 minutes au ravitaillement, 24 minutes à 50 km de l'arrivée. Sébastien Hinault se dit qu'il a flairé la bonne échappée, tout comme Samuel Dumoulin. Le peloton ne roule pas, car la plupart des formations sont représentées en tête. Les T-Mobile observent le profil, qui est un peu casse-pattes aujourd'hui, avec 4 côtes de 3e et 4e catégorie. Rasmussen n'a rien à craindre pour son maillot à pois. Lance Armstrong est rassuré, car l'un de ses équipiers, Savoldelli, est en tête. Ivan Basso n'a personne devant, mais le moral est au beau fixe. Bref, le peloton décompresse entre les Pyrénées et le Massif central.
Seule note discordante, l'abandon d'Andreas Klöden. Mal remis de sa chute de la veille, le champion allemand doit s'arrêter. Le deuxième du général en 2004 s'efface à regret, victime d'une fracture du poignet. Devant, le groupe des échappés s'est cassé en deux. Grifko, Tanking, Sevilla, Savoldelli, Arvesen, Hinault, Righi et Gerrans sont partis. Mais ce n'est qu'un début. Il y a d'abord eu une attaque de Tanking et Grifko. Hinault et Savoldelli reviennent et font maintenant la course en tête. C'est alors qu'Arvesen démarre à 2 km de la ligne. Savoldelli revient sur lui et le passe dans les 10 derniers mètres. Nouvelle victoire pour l'équipe Discovery Channel. « 22 minutes derrière, on assiste à une autre explication dans le peloton maillot jaune. Vinokourov a accéléré dans la côte de Saint-Féréol, qui était la dernière difficulté de la journée. Le peloton est une nouvelle fois coupé en deux. Tous les favoris finissent dans le premier groupe. Et pour l'honneur, c'était un sprint pour la 10e place. Jaroslav Popovic devance Vinokourov, Inkapi et Levi Leipheimer. Paolo Savoldelli savoure sa victoire. L'équipier de Lance Armstrong rappelle qu'il est aussi capable de gagner en dehors du Giro. Albi-Mende, c'est la 18e étape du Tour de France, 189 km à travers le Tarn, l'Aveyron et la Lozère. Les candidats à l'échappée sont nombreux et la première attaque sérieuse est signée Carlos da Cruz qui emmène avec lui 9 coureurs. Il y a là notamment Axel Merckx, Serrano, Zandio, Cédric Vasseur et Thomas Voeckler. Au pied du viaduc de Millau, le plus long viaduc d'Europe, les hommes de tête comptent plus de 10 minutes d'avance sur le peloton des favoris. L'écart passera même à 15 minutes 15 au 155e kilomètre. À 13 km de l'arrivée, attaque de Carlos da Cruz. Da Cruz courageux qui sera repris dans la côte des Chabris. C'est là qu'Axel Merckx précipite la sélection. Le Belge sera rejoint quelques minutes plus tard par Thomas Voeckler, Zandio, Vasseur et Serrano. Carlos da Cruz est décramponné et dans l'échappée, on commence à s'observer très sérieusement. Axel Merckx se dresse une nouvelle fois sur les pédales. Il sera rejoint par Thomas Voeckler et par Cédric Vasseur. Zandio a craqué, Voeckler rétrograde après un dernier baroud d'honneur. Finalement, c'est Serrano qui va flinguer à 1 km 500 du sommet. Une accélération fatale à Cédric Vasseur et Axel Merckx. Les deux hommes s'accrochent, mais il est trop tard. Serrano est littéralement porté par le public. Il s'impose au sommet du Causse de Mende à la manière d'un Laurent Jalabert, vainqueur ici il y a 10 ans, jour pour jour. « 27 secondes plus tard, Cédric Vasseur bat au sprint un Axel Merckx qui n'apprécie pas, mais c'est la loi du sport. Loin derrière, Armstrong, Basso et Ulrich terminent ensemble, un scénario qui est désormais bien huilé. Michael Rasmussen et Alexandre Vinokourov sont un peu plus loin, ils ont perdu de précieuses secondes dans la dernière ascension. À l'arrivée, Cadel Evans, qui s'était bien accroché, devance les 3 grands favoris du Tour de France. Alexandre Vinokourov termine en compagnie de Rasmussen, Leipheimer et Mancebo. Ces 4-là ont perdu près de 30 secondes sur le groupe maillot jaune. Issoire, le Puy-en-Velay, 153 km 500 à travers le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Une étape courte sur un parcours vallonné favorable aux baroudeurs. La grande offensive du jour est lancée au 30e kilomètre à l'initiative du Français Sandy Cazard. Il emmène avec lui Giuseppe Guerini de la T-Mobile, Oscar Pereiro de la Fenac, Franco Pelizzotti, le coureur de chez Liquigas. Et comme d'habitude, Oscar Pereiro, qui sera sacré super combatif du Tour de France, fait un gros boulot en tête de la course. Le peloton ne réagit pas,
Et un groupe de contre-attaque se dessine au kilomètre 44. Il comprend Azevedo, Arvesen, Flecha, Chavanel, Comesso, Da Cruz, Bertolini, Peter Winning, Grafke et Nicolas Portal. Vu du ciel, on s'aperçoit que le peloton a laissé faire. Ça s'agite chez les poursuivants. Comesso tente de partir seul pour rejoindre les hommes de tête, mais il sera repris. Devant, les 4 échappés possèdent 2,15 d'avance sur les 10 poursuivants et 7,50 sur le peloton. Giuseppe Guerini est très vigilant. Il teste ses compagnons d'échappée et prépare une attaque car il sait qu'un sprint lui serait fatal. La commune de Chomely aime le Tour de France, normal. Son premier magistrat, Régis Forissier, est l'ancien réalisateur du Tour pour France Télévisions. Les 4 hommes de tête se rapprochent du Puy-en-Velay. La collaboration est exemplaire entre Casar, Guerini, Pereiro et Pelizzotti. Mais à l'approche de la flamme rouge, Giuseppe Guerini s'en va. Et curieusement, personne ne réagit. Le vieux guerrier de la T-Mobile, vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2000, remporte la 19e étape avec 10 secondes d'avance sur Casar et Pelizzotti. Pereiro est juste derrière. Comesso, Portal et Chavanel prendront les places d'honneur. Le peloton termine à 4,31. Robbie McEwen bat Tourouchov, mais le Norvégien conserve son maillot vert. Un maillot jaune chez les Verts, en plein cœur du stade Geoffroy-Guichard. Une image symbole, juste avant le départ du contre-la-montre. Lance Armstrong a retrouvé ses enfants, ses amis, et affiche une belle sérénité. L'Américain affirme à qui veut l'entendre qu'il n'est pas favori de cette étape, mais tout le monde sait qu'il fera le maximum pour la gagner. Jan Ullrich est plus tendu. Il sait que l'Américain l'a désigné favori. Il sait surtout qu'il devra reprendre 2 minutes 12 à Rasmussen pour monter sur le podium. Ullrich est prêt. Il a minutieusement reconnu cette étape. Michael Rasmussen au départ, le maillot à pois, doit faire face à une grosse pression, une pression qui va lui être fatale. Premier rond-point, première chute, mal à la tête et corps meurtri. Quelques kilomètres plus loin, premier incident mécanique. Rasmussen, encore sonné, ne descend même pas du vélo. Nouveau départ, nouvel arrêt, changement de machine. C'est loin d'être professionnel. Les secondes défilent à la vitesse grand V. À mi-parcours, le coup de grâce, mauvaise trajectoire et chute dans un virage. Le ressort est cassé, les trajectoires sont incertaines. Chicken, comme on l'appelle dans le peloton, se fait doubler par Lance Armstrong, parti 6 minutes après lui. En 55 km, il concède 7,47 à l'Américain. C'est l'histoire d'un raté, d'un jour sans, qui ne fera pas oublier quand même les belles ascensions du coureur danois. Ivan Basso, lui, est très bien parti. À la surprise générale, l'Italien réalise le meilleur temps au 17e kilomètre, mieux que Lance Armstrong au premier pointage. La suite sera beaucoup plus dure. Sur la ligne d'arrivée, il concède 1,54. Belle prestation pour Bobby Djulic. L'Américain réalise le 4e temps à 1,33 de son compatriote. Autre héros du jour, Alexandre Vinokourov, dans une région qu'il connaît parfaitement, et sans doute en hommage à son ami Andrei Kivilev. Il décroche le 3e chrono de cette étape à 1 minute 16. Jan Ullrich au départ, le champion allemand est impressionnant de bout en bout. Il refait son retard sur Rasmussen avec une facilité déconcertante, mais il échouera quand même de 23 secondes face à Lance Armstrong. Le héros du jour, c'est lui. D'abord parce qu'il réalise le meilleur temps à plus de 46 km/h de moyenne. Ensuite parce qu'il gagne enfin une étape sur le Tour 2005. La 22e de sa carrière en 11 participations. À près de 34 ans,
Armstrong prouve une nouvelle fois ses talents de rouleur. Il s'est fait mal, mais il a gagné pour le bonheur de ses enfants et de ses supporters. La voilà enfin, la victoire d'étape de Lance Armstrong. Lui rêvait peut-être d'une grande étape de montagne. C'est un beau contre-la-montre qu'il remporte et surtout, c'est son 7e Tour de France au compteur. S'il vous plaît, allez, bravo champion et bonne retraite. En route pour un 7e succès consécutif sur le Tour de France. C'est une haie d'honneur qui attend Lance Armstrong à quelques secondes du départ de la dernière étape à Corbeil-Essonnes. Avec la pluie comme invité surprise, une pluie qui ne calme pas l'ardeur badine du peloton. Lance Armstrong sacrifie à la tradition en affichant son chiffre fétiche, le 7, comme 7 victoires sur le Tour de France. Le futur vainqueur pose avec ses adversaires d'hier. Jolie photo souvenir, car dans moins de 140 km, Lance Armstrong ne sera plus coureur cycliste professionnel. Une petite coupe de champagne, comme tous les ans depuis 1999. Ça pétille sur la route du Tour. Lance Armstrong n'oublie pas de trinquer avec Jaroslav Popovic, qui pourrait bien lui succéder sur le Tour de France. Mais très vite, la course reprend ses droits. Ils sont 3 devant pour le sprint intermédiaire. 2 Gerolsteiner, dont Levi Leipheimer et Alexandre Vinokourov. Vino qui veut reprendre quelques secondes à Leipheimer pour retrouver la 5e place du général. Mission accomplie au sprint de Châtenay-Malabry. Quelques kilomètres plus tard, attaque du Belge Philippe Gilbert. Les Discovery se déchaînent car ils veulent entrer très vite en tête sur les Champs-Élysées. Grosse frayeur, c'est la chute. Hincapie et Padernoche, de même que Popovic, se retrouvent par terre. Il s'en faut de quelques millimètres pour que Lance Armstrong ne figure lui aussi dans la chute. Le patron a déchaussé opportunément dans le virage, mais il a eu chaud. Frayeur et colère, Armstrong n'imaginait pas qu'un coureur vienne troubler le scénario de la dernière étape. Généralement, on temporise jusqu'à Paris, on laisse le maillot jaune pénétrer sur les Champs-Élysées et on s'explique ensuite à la régulière. L'entrée dans la capitale est grand soupir de soulagement pour les coureurs qui aperçoivent tour à tour l'Arc de Triomphe, les Tuileries et la place de la Concorde. La Tour Eiffel est dans les nuages, les pavés sont glissants. Le jury des commissaires décide que les temps seront pris lors du premier passage sur les Champs-Élysées. On ne badine pas avec la sécurité. Le peloton a ralenti pour ne pas prendre de risques. Le soleil est finalement de retour sur Paris. Et à l'amorce du dernier tour, les David Amon Lotto se portent en tête pour Robbie McEwen. À 1500 mètres de l'arrivée, scénario inattendu. Krivtsov, McGee et Vinokourov sont sortis du peloton. On pense que les sprinteurs vont réagir, mais c'est trop tard. Vinokourov rentre en tête sur les Champs-Élysées. Le coureur kazakh, tout en puissance, déborde Bradley McGee et remporte sa 2e victoire d'étape sur le Tour 2005. Lance Armstrong a relevé son dernier défi. Il remporte un 7e Tour de France avec 4 minutes 40 d'avance sur Ivan Basso et 6,21 sur Jan Ullrich. Il est gagné. Il est gagné. L'année dernière sur les routes du Tour de France, 10e cette année vainqueur, après avoir terminé 2e. Voilà, 7e victoire consécutive et un point final avec sa carrière de champion, pas mal de cyclisme bien évidemment. Et regardez l'immense bonheur avec le lion qui symbolise la victoire de 1999.
c'est Alexandre Vinokourov. Oscar Sevilla, Stephen Schreck, Daniel Carnet, Michael Kessler, Michel et Yann Ulrich. Toutes les personnalités, il y a un bravo, une ovation en finale pour ces 4 porteurs de maillot. Vive la Tour, forever.